Alors, notre conférencier, c'est Jean-François Brière, qui travaille au Collège Dawson et qui travaille aussi pour l'organisme Saltise. Je vais vous le présenter. Donc, Jean-François, bonjour, bien contente de te rencontrer. Alors, je vais vous le présenter brièvement. Donc, dès ses premières années, comme enseignant en physique au Collège Dawson, Jean-François Brière a été impliqué dans la conception de salles d'enseignement optimisées pour l'apprentissage actif. Depuis 7 ans, Jean-François participe à la communauté de pratique en apprentissage actif de Dawson et à Saltise. Jean-François a fait beaucoup de présentations sur des sujets reliés à l'apprentissage actif pour ces deux communautés et il a aussi participé à titre d'utilisateur au développement des plateformes My Daylight et CourseFlow. J'en profite pour vous dire tout de suite que la semaine prochaine, justement, il y a un webinaire en anglais qui va porter sur CourseFlow qui sera présenté par Elisabeth. J'ai oublié son nom. Hein? Charles. Elisabeth Oui, Charles. Elisabeth Charles, que je connais bien, là, naturellement. Alors, c'est tout pour la présentation de ma présentation de Jean-François et je vous dis tout de suite, bon webinaire, mesdames, messieurs. Bonjour tout le monde. La parole est à Jean-François. Bonjour tout le monde, très content d'être ici et d'avoir autant de personnes présentes. Je ne verrai pas les questions par contre, ni la discussion dans ce cas-ci. Pas de problème. Donc, bonjour à tous. C'est encore pire que d'enseigner en virtuel parce que là, je ne vois absolument pas ce qui se passe. Bonjour à tous. Merci pour la présentation, Nicole. Je voulais juste dire, comme vous l'avez tous lu, que je ne suis pas habitué de présenter en français. Ça fait plusieurs années où je suis plus dans le milieu anglophone. Donc, en général, je peux toujours me cacher derrière le fait que je ne présente pas dans ma langue maternelle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu plus stressant. Merci d'être ici. J'espère que vous allez retirer quelque chose de ce qu'on va faire aujourd'hui. La première chose que je voulais faire, c'est juste vous donner un petit plan de ce que je voulais présenter aujourd'hui. Mais d'abord, les objectifs du webinaire. À la fin du webinaire, si tout va bien, vous êtes capable de décrire l'évaluation en 2 étapes, de citer certains de ses avantages, identifier les difficultés typiques qu'on voit quand on essaie d'utiliser l'évaluation en 2 étapes et de décrire au moins une utilisation possible de l'évaluation en 2 étapes dans votre enseignement. Le plan, je vais commencer par faire une brève introduction à l'évaluation en 2 étapes. Je vais donner quelques exemples qui sont tirés de mon enseignement. Je vais aussi discuter des paramètres. Souvent, ce n'est pas évident avec cette stratégie, comment utiliser les choses, donc je vais parler de ça. Puis je vais garder beaucoup de temps pour parler des difficultés typiques qu'on a quand on utilise cette stratégie-là, donc avec des pistes de solutions qui sont, je crois, applicables dans la majorité des disciplines. Finalement, je veux garder du temps pour discussion et questions avec vous. Donc, c'est le plan pour les prochaines 30 minutes. Le concept central à la base, c'est le suivant. Okay? Vous savez tous que lors d'une évaluation, l'engagement et la préparation des élèves est généralement très élevé. Une fois l'évaluation terminée, je suis certain que vous avez remarqué, la première chose que les élèves veulent faire, c'est de parler avec leur père, de discuter du test, de discuter de l'évaluation. Donc, l'idée à la base de l'évaluation en 2 étapes, c'est vraiment d'utiliser le besoin de discuter puis l'engagement pour approfondir leur apprentissage. C'est une idée très simple qui est vraiment le genre de choses qu'une fois que c'est dit, on se fait dire, bon, ben, c'est juste du gros bon sens. Mais qui fonctionne très bien en classe. Donc, je pense que c'est important de propager la bonne nouvelle. Le principe général est conçu sur le modèle de l'apprentissage par les pairs. Donc, il y a une partie qui est une tâche individuelle qui est suivie ensuite d'une discussion avec les pairs. Dans l'étape 1, l'évaluation individuelle, c'est vraiment la même chose que ce que vous faites d'habitude dans vos évaluations. Peut-être garder un petit peu plus courte pour pouvoir créer du temps pour avoir une étape 2 qui est une évaluation en groupe qui suit immédiatement l'évaluation individuelle. Généralement, cette évaluation va être identique ou du moins très semblable à une portion de l'évaluation individuelle. Donc, il est possible d'utiliser ça pour des évaluations qui sont plus sommatives, qui sont plus formatives. Il y a plusieurs formats qui sont disponibles. Ce que je vais vous présenter, c'est 2 utilisations que j'en fais dans mon enseignement. La première un peu plus formelle, la deuxième très formative.
Le premier exemple dont je voulais parler, c'est les tests. Dans mon cas, ce n'est pas mi-session, c'est plus tiers de session, mais c'est la même idée, un test un peu plus formel. Donc, ce que je fais en général, c'est que durant l'étape 1, il va y avoir une évaluation individuelle qui va durer environ 80 minutes, je m'excuse, et qui compte pour 90% de la note totale. C'est un mélange de questions longues, de questions à choix multiples, qui sont un peu plus conceptuelles. Dans mon cas, j'enseigne en physique, donc c'est un format qui s'y prête bien. Dans votre discipline, ça peut être légèrement différent, bien entendu. Suite à ça, il y a une évaluation qui est faite en groupe, donc un autre 25 minutes qui compte pour 10% de la note, où il y a des groupes de 3 à 4 élèves ensemble. Il y a 3 questions à choix multiples que je reprends intégralement de l'étape 1. Donc, ils ont déjà vu les questions. Pour ces questions-là, ils sont déjà préparés, ils savent c'est quoi, ils peuvent discuter très rapidement. 2 questions à choix multiples qui sont construites à partir d'un des problèmes de l'étape 1, donc j'adapte un peu les choses. Parfois, ça va être une question qui est un peu plus poussée, une question bonus des fois aussi, qui va aller un peu plus loin. Donc, on peut adapter selon la situation. Puis, je fais généralement l'évaluation en groupe, une évaluation immédiate avec pénalité. Comme c'est des choix de réponse, c'est facile à faire. Donc, ce que je fais, c'est que pour l'évaluation en groupe, il y a une évaluation immédiate. Donc, si les étudiants ont la bonne réponse la première fois, ils vont avoir 100% de la note. S'ils l'ont à la deuxième essai, ils vont avoir 60% de la note, troisième essai 30%, quatrième essai 0. Bien sûr, c'est possible d'ajuster ces pourcentages-là selon la situation. Donc, en utilisant des choix multiples, c'est facile à faire, mais c'est possible aussi pour d'autres formats. Ce que je suggère, c'est d'avoir un format qui est facile à corriger rapidement. Donc, souvent, j'essaie de corriger en direct. Donc, quand un groupe a terminé la première page, par contre, je leur dis « OK, levez la main, appelez-moi, je vais aller vérifier. » Je vérifie, je note qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, ils peuvent donner un deuxième essai sur certaines questions. Ils peuvent ensuite passer à la deuxième page et continuer. Une autre stratégie qui est très ludique et qui donne un engagement encore plus grand des étudiants, c'est d'utiliser des cartes à gratter de type IFAT. Pour Immediate Feedback Assessment Technique. Donc, c'est des cartes à gratter où il y a des numéros de questions, puis il y a des choix multiples. Puis les étudiants grattent. Quand il y a une étoile, tout va bien, ils ont la bonne réponse. S'ils grattent et qu'ils n'ont pas d'étoile, c'est la mauvaise réponse. Donc, ils savent qu'ils doivent faire un deuxième essai. Donc, à la fin, les étudiants vont juste remettre la carte à gratter. En tant que prof, je peux savoir combien d'essais ils ont utilisé. Donc, je peux utiliser l'évaluation avec pénalité automatique. Ces cartes-là sont un petit peu chères si on les utilise pour chaque étudiant, mais quand on l'utilise par groupe, ça revient pas si mal. C'est très le fun à voir en classe quand on utilise ça. Par contre, c'est très stressant pour le prof. Quand on fait des erreurs, ça paraît très rapidement et c'est très complexe. Donc, ça peut être le fun, mais ça augmente le niveau d'anxiété un petit peu. Un autre usage que je fais de l'évaluation en 2 étapes, c'est beaucoup plus formatif, c'est pour des quiz hebdomadaires. Depuis quelques années, je ne donne pas de devoirs, je fais juste donner des problèmes suggérés, puis à chaque semaine, j'utilise un peu de temps de classe pour faire un quiz. La première étape est généralement une étape d'évaluation individuelle qui dure environ 10 minutes avec juste une question. Souvent, les étudiants n'ont pas terminé de répondre à la fin des 10 minutes, mais je passe quand même à l'étape 2 où il y a l'évaluation en groupe, où les élèves poursuivent la solution sur la même feuille de calcul en général. Puis je leur donne environ 15 minutes pour faire ça. C'est des groupes qui varient de 2 à 7 étudiants, dépendamment de l'environnement dans lequel je suis, dépendamment du type de question aussi. Souvent, pour ces quiz-là, comme ils valent quelque chose comme 0,5% de la session, la note de la session, je donne 100% pour la note de groupe. Parfois, surtout au début de la session, quand je vais être certain qu'ils sont bien préparés pour l'évaluation, je vais y aller avec un 50-50 pour être certain qu'il y a une bonne variété, une bonne implication du point de vue individuel. Donc, ces quiz-là, c'est plus une structure de base. Après ça, il y a plein de variations qui sont possibles. Souvent, je vais demander aux élèves de changer de couleur entre l'étape 1 et l'étape 2 sur leur copie. De cette façon-là, s'ils n'effacent rien, je peux voir quelles parties ont fait individuellement, quelles parties ont fait en groupe. Je peux utiliser ça pour la correction ou juste pour avoir une idée de quels étudiants étaient perdus, quels étudiants savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Des fois, je ne fais pas ça en pratique, mais ce que je vais faire, c'est juste à la fin de la première étape, je leur demande « OK, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour regarder votre copie, évaluer votre compréhension. » Okay, donc, ça peut être une bonne façon pour eux juste d'avoir un peu de rétroaction sur leur compréhension avant de poursuivre leur apprentissage.
Parfois, je vais demander à chaque élève de me remettre leur copie pour l'étape 2. Des fois, je vais piger une copie au hasard pour chaque groupe ou je vais les laisser choisir quelle copie ils veulent remettre. Encore une fois, beaucoup d'adaptation qui est possible. Parfois, je vais dire à l'avance qu'il va y avoir une partie qui va être en groupe. Parfois, je ne le fais pas. Des fois aussi, je ne sais pas. Je commence un quiz que je pense qu'il va être très individuel. Puis après un certain temps, je me rends compte que les étudiants ont beaucoup de difficultés, donc je les laisse collaborer. Donc, il y a beaucoup de flexibilité, mais l'idée principale est toujours la même, d'avoir une portion individuelle premièrement, puis ensuite une portion de groupe pour que l'apprentissage se fasse un peu mieux. Point de vue des paramètres qui sont utilisés en général, je vous conseille, je ne sais pas si vous voyez le chat, j'essaie de le fermer, ça ne fonctionne pas. Ça va très bien aujourd'hui. J'ai perdu ma souris. OK, voilà. Point de vue des paramètres, je suis vraiment désolé pour tout ça. Point de vue des paramètres, distribution de notes, je vous conseille de faire pour les évaluations mineures environ une variation de 50 pour la note individuelle, 50 pour la portion de groupe. Pour les évaluations qui sont majeures, je vous suggère de faire 85 pour la portion individuelle et 15 pour la portion de groupe. En fait, ça, ce n'est pas des recommandations qui viennent de moi, c'est des recommandations qui viennent de la littérature. Pour des raisons que je vais discuter plus tard, en général, pour la portion individuelle, je vais faire plus 90 et 10 pour la portion de groupe, mais je vais revenir là-dessus plus tard. Point de vue du temps alloué, en général, j'essaie de faire la moitié du temps pour la partie individuelle, la moitié du temps pour la partie de groupe. Pour les évaluations qui sont un peu plus importantes, en général, on parle de 2 tiers du temps pour la partie individuelle, 1 tiers du temps pour la portion de groupe. C'est important quand vous planifiez de bien penser qu'il va falloir prévoir du temps pour la formation des groupes et aussi pour la distribution des copies, ce qui est quand même assez important. Avant de passer aux difficultés, j'aimerais discuter un peu des avantages de l'évaluation en 2 étapes. Premier avantage, c'est de transformer l'évaluation en une activité d'apprentissage. Ça fonctionne très bien. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait premièrement une réduction de l'anxiété qui est causée par l'évaluation, mais aussi une augmentation des gains d'apprentissage et de la rétention. Probablement qu'il y a une partie de ça qui vient de la rétroaction immédiate qui est donnée, mais il y a aussi une partie qui est simplement que il y a une pratique du travail qui est collaboratif. Les étudiants doivent utiliser le vocabulaire de la discipline, formuler des arguments et des justifications, sont à la fois profs et élèves. Il y a un engagement social entre les étudiants dans les groupes qui est très fort. Il y a le développement de liens amicaux parce que c'est une situation de stress intense, semi-intense durant l'évaluation. Donc, ça aide à créer des liens. Donc, on voit tout ça, la littérature le montre. Je vais donner des ressources que vous pourrez utiliser par la suite. Okay. Avant que je continue, j'aimerais ça que vous preniez peut-être 2 minutes juste pour penser à quelles sont les difficultés que vous entrevoyez, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'essayer l'évaluation en 2 étapes dans votre discipline. Je vais vous donner une minute, disons, pour réfléchir à vos questions. Je vais me taire. Puis on pourrait inviter les gens à répondre dans l'espace de clavardage. S'il vous plaît, oui. Oui, donc si vous avez déjà utilisé l'évaluation en 2 étapes, comment ça s'est déroulé? Et si vous n'avez jamais tenté l'expérience, est-ce que vous imaginez des difficultés à la tenter, cette expérience-là? Alors, on peut prendre un petit peu de temps là-dessus. Entre autres, on peut peut-être en profiter, Jean-François, pour répondre à la question de Jean-François Tessier, qui dit: est-ce que les membres de l'équipe sont sélectionnés par les profs ou par les élèves eux-mêmes? C'est une excellente question. Puis, il y a différentes réponses. Je vais revenir, j'ai une diapo là-dessus plus tard. Je vais attendre, je vais laisser les gens réfléchir justement à quelles sont les problématiques qu'ils peuvent voir. Oui. Jusqu'à date, l'équité dans les équipes, c'est quelque chose que je vais discuter. Choix multiples, ce n'est pas nécessaire non plus. Je vais essayer de revenir là-dessus plus tard, vers la fin. OK, beaucoup de monde de littérature. Je vais essayer d'avoir des points de vue là-dessus. Oui, on pourra tu pourrais peut-être prendre connaissance verbalement, oralement des réponses de nos participants qui ont la générosité de bien vouloir répondre. C'est intéressant.
Bon, je suis content. La majorité des points qui sont soulevés sont des choses que je vais aborder dans les minutes qui vont suivre. Donc, je suppose que c'est positif. OK, Geneviève, je vois que vous avez répondu à la question dans le module QER. Je vous demanderai peut-être de le faire dans le module de clavardage, si c'est possible, mais autrement, oui, ça sera apprécié. Geneviève Brunet et non Geneviève Dumas. Donc, parfait. Je suis très satisfait d'avoir bien prévu les questions que vous alliez me poser. Donc, je vais passer aux difficultés. Beaucoup des questions que vous avez soulevées, des points que vous avez soulevés vont faire partie des diapos que je vais présenter. Le premier, je pense en tout cas moi, quand j'ai commencé, c'est beaucoup de temps de classe à utiliser. Okay? Donc, la piste de solution numéro un, c'est souvent nécessaire de réduire un peu le nombre de questions par rapport à une évaluation traditionnelle. Dans certains cas, ce que j'ai fait, c'est au lieu d'avoir une évaluation qui était sur 1h30, comme je suis en physique, puis on a des périodes aussi de 2 heures, souvent je vais utiliser 2 heures pour mon évaluation à la place. Donc, je pense que l'évaluation en des étapes apporte suffisamment pour justifier d'utiliser plus de temps de cours. C'est aussi important d'avoir un déroulement efficace pour ne pas perdre de temps. Donc, je vous suggère d'expliquer le déroulement de l'évaluation à l'avance, asseoir les élèves dans les groupes dès le départ aussi pour faciliter la transition. Faire l'évaluation à la fin du cours, comme ça, les groupes qui terminent plus rapidement peuvent quitter immédiatement, ne restent pas dans la salle de cours. Sinon, prévoir une activité autonome par la suite pour que les groupes puissent progresser à leur propre rythme. Deuxième difficulté dont je voulais discuter, je n'ai pas vu dans les discussions, mais dans la pratique, c'est un cas qui revient très souvent. Comment intégrer les élèves avec des besoins particuliers? C'est vraiment du cas par cas. Pour tout ce qui est temps additionnel, la solution est assez simple en général, c'est juste d'octroyer le temps pour l'évaluation, le temps supplémentaire avant, pour être certain que les étudiants soient là en classe au bon moment. Important de bien communiquer avec les services qui aident avec le temps additionnel pour être certain qu'ils comprennent ce que vous avez besoin, pourquoi l'étudiant doit être là à telle heure et de quelle façon il va se déplacer entre les deux. J'ai eu quelques ratés avec ça dans le passé, donc avoir une bonne communication avec ces services-là peut vraiment changer les choses. Puis finalement, il va y avoir des étudiants ou des étudiantes qui vont avoir certains problèmes avec la partie en groupe. Donc, il y a des options de rechange. C'est très important, je pense, d'en discuter avec l'élève, de voir c'est quoi les problèmes, de pouvoir y remédier, donner du temps additionnel au lieu de faire la deuxième étape. Possibilité aussi d'utiliser la moyenne de la classe comme note de l'étape 2 ou avoir un mot à dire dans la composition du groupe. S'ils savent qu'ils peuvent être avec un étudiant en particulier ou une étudiante en particulier qui peut les aider ou qui facilite l'aspect social, ça peut souvent faire une grosse différence dans mon expérience. Prochaine chose, l'équité entre les groupes qui a été aussi soulevée. Comment former les groupes? Il y a plusieurs stratégies possibles. Former des groupes de façon aléatoire, laisser les élèves sélectionner les groupes, former les groupes par l'enseignant, mais de façon coordonnée. Dans tous les cas, il peut y avoir des problèmes d'équité et aussi de représentation. Pour éviter les problèmes, la première chose qui est recommandée presque partout, c'est de ne pas utiliser la note de groupe si elle est inférieure à la note individuelle. Comme ça enlève un petit peu de pression sur la partie de groupe. Au minimum, au mieux, au pire, les étudiants vont avoir leur note individuelle. La note de groupe ne pourra pas baisser cette note-là. Donc ça, en général, ça l'aide un petit peu. Pour ce qui est de la formation des groupes, il faut faire attention. Toutes les stratégies peuvent être utilisées. En général, les groupes vont fonctionner un peu mieux quand ils travaillent déjà ensemble, qu'ils se connaissent déjà. Donc, c'est une chose à garder en tête. Pour la représentation, par exemple, moi, je suis en physique. C'est reconnu que les étudiantes, en général, en physique, se sentent plus isolées. Donc, faire attention pour avoir des groupes avec seulement une étudiante puis plein d'étudiants qui sont des grandes gueules.
Donc, il y a des aspects comme ça qu'il faut tenir compte. Il n'y a pas une solution, je pense, ça dépend des cas. En général, je laisse les groupes se faire par eux-mêmes, les élèves sélectionner leur groupe. Je crois que l'expérience est plus fluide, mais dans certains cas, surtout en début de programme, comme quand j'enseigne à la première session, je vais utiliser des groupes aléatoires parfois parce que je veux que les étudiants puissent se connaître, mais c'est dans des cours où ils sont habitués de travailler avec plein d'autres étudiants, où ça arrive souvent avec l'apprentissage actif, donc ce n'est pas une surprise. Autre difficulté, le plagiat entre les groupes, je ne pense pas que ça a été soulevé ça non plus, mais la stratégie que je vous recommande d'utiliser, c'est de s'assurer que les groupes quittent la classe immédiatement après avoir remis leur évaluation. Ne pas les laisser être autour. Il y a toujours la possibilité de créer plusieurs versions de la portion de groupe. De mon expérience, ce n'est pas nécessaire, mais je suis généralement dans des classes où les étudiants sont avec des tables regroupées déjà. Donc, il y a peut-être moins de communication possible, mais c'est clairement pas si difficile que ça à gérer. En général, les étudiants sont tellement concentrés sur leurs questions, sur ce qu'ils font sur leur groupe, qu'ils oublient que l'environnement extérieur existe. L'inflation des notes, qui était soulevée par certains d'entre vous. Ici, je vous donne 3 cas d'élèves. Élève 1, qui aurait une note de 60% à individuel, 100% pour la note de groupe, donc une note totale qui est augmentée de 6% à 66%. Donc, cette augmentation-là devient un peu plus grande. Il faut faire attention, il y a moyen de limiter, de dire OK, vous ne pouvez pas augmenter votre note individuelle par plus de 5%. C'est une façon de gérer ça si ça devient problématique. En général, pour la moyenne de groupe, l'augmentation est de l'ordre de 2 à 3%. Ce qui n'est pas énorme. Il y a moyen d'adapter en mettant peut-être un test qui est un petit peu plus difficile ou ajusté de d'autres façons. Ce qui est un peu plus problématique, surtout au cégep avec la cote R qui est reine, c'est le cas des élèves 2 et 3, par exemple, où ils ont la même note individuelle de 80%, mais l'élève numéro 2 est dans un groupe où la note de groupe était de 100%, alors que l'élève numéro 3 est dans un groupe de 70%. Donc, ça va finalement donner une différence de 3% sur leur note totale. Ce qui peut être problématique. C'est une des raisons pour laquelle moi, au lieu d'utiliser 85% pour la note individuelle, j'utilise 90% et 10% seulement pour la note de groupe. Ça réduit un peu cet écart-là tout en conservant la majorité des avantages de l'évaluation en 2 étapes. Donc, c'est une façon de l'adapter. Puis pour ceux d'entre vous, j'ai vu qu'il y en avait certains qui disaient qu'il y avait une note de groupe maximale à votre collège. Bien, si la note est de 10%, c'est seulement pour le test. Dans certains cas, ça devient, c'est pas si important comme note totale. Si on fait ça, si vous avez un examen final, par exemple, l'examen final est fait de façon seulement individuelle, bien, l'effet est un peu moindre. Il y a aussi le fait que ici, mon exemple est probablement un peu exagéré. En général, les notes de groupe sont assez semblables. Il n'y a pas tant d'écart que ça d'un groupe à l'autre. Mon écart de 30% ici est assez inhabituel. Est-ce que tous les élèves bénéficient de l'évaluation en 2 étapes? Je crois que la réponse est oui. Certains, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui en bénéficie de la même façon. L'avantage au point de vue de la note, c'est clair qu'il est plus grand pour les élèves qui ont des notes plus faibles. Par contre, les élèves plus forts doivent expliquer leur point de vue, leur solution, convaincre les autres. Donc, il y a clairement un apprentissage qui est fait à ce moment-là, qu'ils approfondissent leur compréhension. Donc, je ne crois pas qu'ils soient en reste, mais au point de vue de la note, c'est certain que les élèves avec des notes plus faibles sont avantagés. Avantagés, je m'excuse. Il est aussi assez rare d'avoir des élèves qui vont rester passifs, qui ne seront pas engagés dans les discussions. En général, c'est très impressionnant, très bruyant aussi quand on passe à la partie de groupe. Donc, l'élève passif, ça arrive, sauf des élèves qui sont mal préparés souvent, qui ne sont pas capables de participer à la discussion, mais c'est très rare. Ce n'est pas quelque chose que j'ai observé très souvent. Comme je ne peux pas voir à la fois la discussion et ma présentation, je vais continuer, puis je vais revenir sur les autres difficultés que vous avez soulevées dans la discussion vers la fin. Avant que je passe à l'étape finale, je voulais juste vous donner quelques conseils, astuces qui viennent de mon expérience. Premièrement, puis ça, ce n'est pas vrai seulement pour l'évaluation en 2 étapes, ça devrait être le cas pour toute stratégie pédagogique que vous utilisez. Expliquez aux élèves pourquoi l'évaluation en 2 étapes est utilisée, pourquoi vous utilisez cette stratégie-là dans votre enseignement,
quels sont les avantages? Je pense que ça l'aide à faire en sorte que les étudiants participent mieux. Pour la portion en groupe, utiliser des questions qui créent des discussions riches. C'est probablement ça qui est le plus important. J'ai vu certains d'entre vous qui parlaient de dans mon domaine, les questions à choix multiples ne sont pas nécessairement faciles à utiliser. Ce n'est pas ça qui est important. La partie qui est importante, c'est d'avoir des questions qui vont créer des discussions qui vont être riches. Donc, tout ce qui est question de mémorisation pure, c'est pas très intéressant. Tout ce qui est question avec des gros calculs très complexes, pas très intéressant non plus. Il faut vraiment mettre l'accent sur qu'est-ce qui est riche en discussion, qu'est-ce qui va faire en sorte que les élèves vont avoir à se convaincre les uns et les autres. Si possible, laisser les groupes travailler ensemble avant l'évaluation pour qu'ils puissent mieux se connaître puis qu'ils travaillent bien ensemble. Ça peut avoir un impact aussi. C'est une stratégie qui fonctionne bien en ligne. J'ai l'air plutôt limité aujourd'hui dans mes capacités. En général, ça va mieux. Mais il faut que tout le monde maîtrise la technologie utilisée. L'année dernière, quand on enseignait en ligne, j'ai fait des évaluations en 2 étapes. En général, j'utilisais Moodle pour les évaluations, avec Zoom, avec les salles en séparant en petites salles. Ça fonctionnait très, très, très bien. Donc, en résumé, je sais que le texte est un peu petit ici. D'ailleurs, ça a été créé avec l'outil qui va être le sujet du prochain webinaire. La première étape, c'est la préparation de l'évaluation que le prof fait avant le cours. Planifier la composition des groupes, c'est très important de le faire à l'avance. Pas nécessairement de faire les groupes à l'avance, mais de savoir comment ils vont être faits. Planifier le déroulement de l'évaluation, puis encore plus important, de s'assurer que les élèves savent c'est quoi les instructions, ça va être quoi l'évaluation. Donc, s'ils savent ça à l'avance, on ne perd pas de temps en classe pour discuter de tout ça. Ensuite, le prof distribue l'évaluation individuelle, les élèves répondent à l'évaluation individuelle, transition vers la partie de groupe. En général, je distribue déjà les questions de la partie de groupe avant même avoir ramassé les tests individuels, comme ça la transition est plus rapide. Si possible, rétroaction immédiate. Donc, les élèves ensuite poursuivent leur cheminement, poursuivent leur réponse, et à la toute fin, on récupère toutes les copies et on est prêt pour corriger. Les ressources que j'avais promises, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai déjà mis dans le forum de discussion un PDF de la présentation où vous avez ces liens déjà qui sont disponibles. Donc, quelques ressources que je voulais vous montrer. Je vais juste changer. Non, vu le temps, je crois que je vais vous laisser explorer par vous-même. Mais le site de Salties a une page web sur l'évaluation en deux étapes. C'est en anglais, par contre, mais il y a aussi beaucoup de liens vers la littérature qui démontre pourquoi ces stratégies-là fonctionnent bien en général. L'Université de la Colombie-Britannique, ici, a aussi beaucoup de ressources qui sont disponibles sur ce sujet-là. Les premières fois où j'ai entendu parler de cette stratégie-là, c'était des gens de la Colombie-Britannique qui le faisaient. Finalement, 2 récits sur le site web de ProfWeb Déductive. Premièrement, un résumé d'un séminaire très similaire à celui que je donne aujourd'hui, qui a été fait par Salties et en français et en anglais, qui est disponible. Puis, je suis tombé là-dessus la semaine dernière, un prof d'Édouard Bonpetit, Rick Laflamme, que je ne connais pas personnellement, qui enseigne aussi en physique, malheureusement, donc les données sont un peu similaires à ce que j'ai présenté aujourd'hui. Qui fait un récit très personnel de comment il en est venu à utiliser l'examen en 2 étapes, comment il l'a utilisé dans son enseignement, quel format ça a pris. Donc, je vous encourage fortement d'aller jeter un coup d'œil. Ça donne vraiment une perspective qui est très agréable à voir et à lire. Finalement, je voudrais remercier encore une fois Phoebe Jackson pour les diapos et aussi Elizabeth Charles et Swelly Bonafim de Salties pour leur aide. Donc, je vais quitter la présentation pour pouvoir voir Oui, il y a beaucoup. les questions. C'était très intéressant, Jean-François, mais effectivement, dans le clavardage, il y a des questions, mais il y a aussi des commentaires, des propositions. Entre autres, il y a Gino Réel qui dit, est-ce que, bon, il parle, lui, de validité de ce mode d'évaluation-là face à une autorité comme Transport Canada. Qu'est-ce que C'est un peu en dehors de mes cordes. Oui. J'aimerais ça que ce soit spécifié. Pour moi, l'évaluation qui est importante là-dedans n'est pas tellement différente de ce qu'on voit d'habitude.
L'idée, c'est juste qu'il y a une petite partie à la fin qui est ajoutée pour créer la discussion, créer l'apprentissage. Donc, c'est une évaluation, comme toujours. À la limite, ne pas le faire pour des notes, le faire juste pour que les étudiants puissent faire l'apprentissage si c'est très, très, très rigide sur la façon dont c'est géré par Transport Canada. Mais ce n'est pas une situation avec laquelle j'ai eu à dealer très souvent. Il y a Steven Jeanne Sima qui dit si on faisait l'évaluation de groupe en premier afin d'augmenter l'aspect formateur, est-ce que c'est une chose à laquelle tu as déjà pensé? J'ai vu des cas où ce qu'ils faisaient, c'était individuel, groupe, individuel. Personnellement, la raison pour laquelle je ne suis pas certain que ce soit une approche qui soit très intéressante, c'est que si on commence directement avec la partie de groupe, sans laisser aux élèves le temps de regarder la question, de réfléchir à la question, les élèves plus forts prennent les devants puis répondent pour tout le monde. Donc, ce n'est pas nécessairement une stratégie que je trouve mauvaise, mais je rajouterais une étape individuelle avant de passer à l'étape de groupe. Donc, peut-être un sandwich individuel, groupe individuel. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait très intéressant et c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans la littérature également. Il y a Joanne Martel, elle, qui disait est-ce qu'on doit toujours noter l'évaluation en groupe, mais plutôt l'avoir comme un exercice d'apprentissage? Je pense que c'est laissé à la discrétion de chacun. Exactement. Puis je pense que ma présentation aujourd'hui aurait pu être résumée en après une évaluation individuelle, avoir un segment en groupe peut vraiment favoriser l'apprentissage. Après ça, comment vous voulez le faire exactement, dépendamment de votre discipline, dépendamment de quel type d'évaluation vous faites, ça peut être très, très, très différent, très varié. Soyez créatifs, essayez, ajustez la méthode pour que ça convienne à vos besoins. Il y a Angela Mastrassi qui dit est-ce que les étudiants, de façon générale, est-ce qu'ils arrivent préparés? Est-ce qu'il arrive qu'il y a des non préparés qui. Ça va arriver, surtout pas tant que ça dans mon cas pour les évaluations plus formelles, mais pour les évaluations formatives, ça arrive, c'est certain. Est-ce qu'ils seraient plus préparés si ce n'était pas en 2 étapes? Je ne suis pas certain. Dans la majorité des cas, je pense que ça ne fait pas une grosse différence, mais au moins, en ayant l'évaluation en 2 étapes, je sais que ces étudiants-là vont en retirer quelque chose à la fin, qui vont au moins avoir appris une partie de la matière. Donc, je ne pense pas que ça ait une grosse influence. Si c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, gardez un pourcentage peut-être un peu plus élevé pour la partie individuelle, un pourcentage moins élevé pour la partie de groupe. Il y a Geneviève Brunet, elle, qui commente, qui dit qu'elle a déjà tenté l'expérience, qu'au début, les élèves étaient déstabilisés, mais qu'elle a rectifié son tir et qu'elle a adoré l'expérience. Il y a Barbara Choquette qui demande comment tu composes avec l'absentéisme étudiant. Juste pour revenir sur le commentaire précédent, oui. Expliquer pourquoi on utilise une stratégie, je pense, peut vraiment changer la perception des étudiants. Donc, je vous encourage fortement, avant de l'utiliser, à expliquer pourquoi vous le faites. Ça fait une très grande différence en général. Pour l'absentéisme des étudiants, je le gère un petit peu de la même façon que je gère les étudiants avec des besoins particuliers. Donc, ou bien donner un peu plus de temps, ou bien donner la moyenne sur l'évaluation en groupe pour la note de groupe. Okay. Il y a Kim Farrell qui dit que cette méthode, ce type d'approche, ça fait en sorte qu'on a moins à négocier des notes individuelles du genre ma réponse était bonne, j'aurais dû avoir la moitié des points, puis bon, etc. Là, parce que le groupe vient conforter la bonne réponse d'une certaine façon. Là. Tout à fait. Puis quand j'écrivais que les les élèves deviennent à la fois profs et élèves, c'est un peu ça aussi. C'est qu'en confrontant leur façon de faire, ben, ils sont exposés finalement à des meilleures explications que peut-être juste ce que nous, on pourrait écrire sur la copie comme commentaire. C'est que ça devient plus riche pour eux aussi. Okay. Puis une chose que je n'ai pas discutée, c'est
Qu'est-ce que moi je fais pendant l'évaluation de groupe? Pour les évaluations plus formelles, en général, je me tiens en retrait, je fais juste corriger en direct si c'est le cas. Mais pour les évaluations formatives, si je vois que beaucoup de groupes ont de la difficulté, des fois, je vais leur dire, OK, vous avez le droit de me poser, me demander genre une question de est-ce que ça c'est bon? Ou me demander un indice ou quelque chose comme ça. Donc, il y a possibilité aussi d'utiliser notre présence pour favoriser encore plus l'apprentissage. Dans le module de questions-réponses, il y a Jean-François Tessier qui a posé quelques questions, mais je pense que ça, tu en as déjà parlé. Comment sont sélectionnés les étudiants par les profs, par les élèves? Je pense que toutes les possibilités sont ouvertes. En même temps, Jean-François laisse entendre que, de prime abord, il y a l'impression que les groupes, entre guillemets, élites sur la performance auraient tendance à s'unir, voire même être un peu désagréables, avec les étudiants qui sont moins performants. J'enseigne. Il suggère les groupes aléatoires, mais bon. C'est absolument vrai. J'enseigne dans des milieux où souvent les étudiants veulent rentrer en médecine. Puis c'est très rare que j'ai eu à gérer des cas comme ça. En général, le point de vue amical, surtout si les groupes se font automatiquement, c'est vraiment pas un aspect que je vois si souvent que ça. En général, les élèves sont juste assis avec les mêmes personnes avec lesquelles ils sont assis d'habitude. Ça fait pas, il n'y a pas l'air d'avoir de gros stratagèmes qu'ils ont utilisés pour augmenter les notes. Jean-François Tessier pose aussi la question dans le module questions-réponses. Pour une évaluation en cours de session, bien sûr, l'intérêt peut être grand, mais à ton avis, est-ce que c'est aussi pertinent pour une activité sommative de fin de session? Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Pour nos examens finaux à Dawson, souvent, il y a 450 étudiants en même temps qui vont écrire, qui vont rédiger l'examen, donc c'est un peu compliqué. Mais je sais qu'à l'Université de Colombie-Britannique, ils font même pour les examens finaux. L'idée, c'est si on pense que c'est une stratégie qui aide à l'apprentissage, allons jusqu'au bout. Donc oui, j'ai vu des cas où c'est utilisé même pour les évaluations sommatives. Merci. Il y a Geneviève Dumas qui pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait avec un étudiant qui ne veut pas travailler en équipe? Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu de cas où un étudiant voulait absolument pas. En général, l'aspect social est suffisant pour que l'étudiant veuille. La première fois, peut-être que ce ne sera pas aussi participatif, mais à la longue, durant la session, on le voit. Donc, avoir des situations qui sont similaires, peut-être, auparavant, durant la session, pour aider les étudiants à se connaître, à s'habituer à travailler en équipe. En général, c'est suffisant pour juste les débloquer puis faire en sorte que oui, ils vont participer au moins minimalement durant la période de groupe. Il y a Geneviève aussi qui pose aussi la question, quelles sont les consignes pour l'étudiant qui termine sa partie individuelle 30 minutes, 40 minutes avant les autres, avant la partie équipe? Est-ce qu'il peut quitter la classe? Est-ce qu'il consulte ses notes? Qu'est-ce qu'on fait là? En général, je leur demande juste d'attente. Dans mon domaine, c'est rare que les étudiants vont finir beaucoup à l'avance. Généralement, on parle de peut-être une dizaine de minutes, quinzaine de minutes maximum. Mais dans des situations où il y a beaucoup de temps, peut-être prévoir une tâche supplémentaire, prévoir une question bonus assez colosse qui va être difficile à répondre puis qui va les occuper. Ça peut être une stratégie qui fonctionne quand même assez bien aussi. Il y a Sébastien qui dit, j'ai peut-être manqué l'information. As-tu parlé du nombre d'étudiants par équipe? Très variable. Pour le classique, on parle de 3 à 4 étudiants en général, mais dépendamment des questions que tu veux poser, ça peut être du 2 étudiants, ça peut être, dans certains cas, dans mes classes pour les quiz qui ne valent pas beaucoup, mes tables, c'est des tables de 6 ou 7 étudiants. Donc, je fais des groupes de 6 ou 7 parce que ce serait juste impossible de les séparer, ils se parlent de toute façon. Donc, à certains moments, le design de l'environnement définit un peu aussi quelle va être la taille des groupes. Puis, je crois que la différence n'est pas assez importante pour vraiment essayer d'aller à l'encontre de comment la classe est divisée. Donc, la littérature parle de 3 à 4 étudiants en général. Il y a l'autre hic là, qui a été soulevé là, par une ou deux personnes. Après, on va arrêter de poser des questions, mais c'est l'idée que quand on enseigne la littérature, habituellement, les questions posées ne sont pas de type objectif,
Bon, Ce qui est, ouais. je crois que ce que ça complique peut-être, c'est d'avoir une rétroaction immédiate. Donc, dire je vais corriger automatiquement au fur et à mesure que les étudiants font leur évaluation. Ça, je crois que peut-être c'est quelque chose qu'il faut abandonner. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des questions qui sont répondues en groupe ou qui stimulent la discussion. Par exemple, ça pourrait être un modèle de réponse, puis les étudiants doivent analyser ce modèle de réponse-là. Donc, donner, par exemple, je ne sais pas s'il faut qu'ils écrivent, j'y vais avec un élément super simple, mais mettons qu'il faut qu'ils écrivent une introduction, donner un exemple d'introduction, puis demander aux étudiants en groupe d'analyser cette introduction-là, peut-être de la corriger eux-mêmes, de justifier quelle note ils donneraient et pourquoi avec une rubrique ou quelque chose comme ça. Donc, soyez créatifs, il y a plein de possibilités. L'important, c'est de favoriser la discussion dans la période de groupe. Très intéressant, Jean-François. Je trouve que tu as fait une présentation qui était claire, pratique, utile et qui est faisable, tu sais, qui demande bien sûr du temps de préparation, mais on en voit les avantages tout en voyant que c'est possible aussi d'être fait. Et je te remercie énormément. Et ton français est très, très bon. Tu n'avais pas à stresser pour ça. Je sais que mon français est correct, mais présenter est toujours différent. Il y a une personne qui demande, bon, qui aimerait avoir ton adresse de courriel. Est-ce que oui, absolument. tu peux la mettre dans l'espace de clavardage? Parce que j'imagine qu'elle est accessible sur le site de Dawson aussi. Mais c'est définitivement disponible à plusieurs endroits. Alors, je laisse aux participants de placer un petit mot pour te remercier vraiment. Merci beaucoup, Jean-François. Puis j'espère qu'on aura la chance de se revoir pour une autre présentation. Est-ce que tu seras présent à la présentation d'Elisabeth Charles la semaine prochaine sur Cause Il y Flow? a des bonnes chances que je sois là, oui. Parfait. Alors, merci beaucoup. Alors, je vous dis bon dîner tout le monde et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Jean-François.